Bienvenue à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci d'avoir participé à ce webinaire sur l'harmonisation régionale des politiques d'envoi de fonds dans la région de la CEAC. Aujourd'hui, on parlera de comment exploiter le plein potentiel des transferts de fonds pour le développement économique en Afrique centrale. Je vais très rapidement partager quelques notes logistiques d'organisation avec vous avant de commencer. Donc, ce webinaire va durer 1 h 30. On va enregistrer et partager ce webinaire et la présentation avec tous les inscrits dans les jours à venir. Et si vous avez des questions sur la présentation ou la discussion avec les panélistes, vous pouvez les ajouter dans la section questions et réponses en bas de votre écran et préciser à qui s'adresse votre question et on y répond à la fin du webinaire. Voilà, maintenant je laisse la parole à ma chère collègue Angèle, qui est notre spécialiste en politique de transfert de fonds. À toi, Angèle. Merci beaucoup, Justine. Excellence, Monsieur le Commissaire au marché commun, Messieurs et Mesdames distingués participants. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui clôt notre série de webinaires sur le projet d'harmonisation régionale de politique d'envoi de fonds, une initiative de la CEAC à laquelle l'UNCDF apporte son assistance technique avec le soutien financier de l'agence suédoise de développement SIDA et coopération suisse de développement SDI. Ainsi, pour cette session, nous allons aujourd'hui vous faire part des avancées du projet en partageant les observations faites sur les cadres réglementaires des envois de fonds dans la région. Suivant. L'agenda se présente de cette manière. Nous allons débuter notre session avec un mot d'ouverture de Monsieur Didier Carton, qui est le chef d'équipe à la coopération au sein de la délégation de l'Union européenne pour le Gabon, Sao Tomé et Principe, ainsi que la CEAC. Cela sera suivi d'une courte présentation du projet d'harmonisation régionale de politique d'envoi de fonds au sein de la CEAC. Et ensuite, nous aurons l'opportunité d'écouter nos distingués panélistes sur les divers efforts et initiatives qui sont déployés dans la région dans le but d'améliorer les flux de transfert de fonds par les canaux réglementés et à des coûts abordables. Nous allons conclure notre session avec le mot de son Excellence, Monsieur François Kanimba, commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières à la CEAC. Suivant. Sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Didier Carton, qui est le chef d'équipe à la coopération au sein de la délégation de l'Union européenne pour le Gabon, Sao Tomé et la CEAC pour son mot d'ouverture. Bienvenue, Monsieur Carton. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur le commissaire au marché commun de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le commissaire général adjoint à l'intégration régionale du ministère des Affaires étrangères du Gabon, Mesdames et Messieurs les directeurs et les représentants du secteur privé de la région Afrique centrale, chers collègues de l'UNCDF, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier nos collègues de l'UNCDF de nous avoir associés aujourd'hui à leur webinaire de présentation des actions financées par l'Union européenne qu'ils mettent en œuvre et qui visent à améliorer l'intégration économique en Afrique centrale en vue de la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine, dite ZLECA. Comme vous le savez, la ZLECA a pour objectif de permettre de stimuler le commerce intra-africain et ainsi d'augmenter les revenus de l'Afrique aux pays africains, notamment en diversifiant leurs ressources. La réalisation d'une telle zone de libre-échange africaine devrait augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes, quand on sait que chaque année, 30 millions d'Africains arrivent sur le marché du travail. La réalisation de la ZLECA est un immense défi. En effet, bien que la majorité des pays africains soient richement dotés en ressources naturelles, la part de l'Afrique dans le commerce international et notamment dans le commerce intra-africain reste très limitée. Les facteurs expliquant ce phénomène sont nombreux. Par exemple, les coûts commerciaux, comme les droits de douane, les faibles progrès enregistrés dans la mise en œuvre des accords de libre-échange, la faible harmonisation des règles commerciales, le mauvais état des infrastructures ou une faible connectivité. Pour prendre la situation de l'Afrique centrale, le secteur formel et structuré est
peu développée, non intégrée et reste concentrée sur quelques secteurs principaux où sont actives un nombre limité d'entreprises. Il existe aujourd'hui plusieurs structures représentant les intérêts du secteur privé dans les pays de la sous-région, mais il n'existe pas de véritables acteurs du secteur privé au niveau régional afin d'accompagner ce processus d'intégration économique régionale. Renforcer la cohésion régionale par une plus grande implication et une plus grande participation formelle du secteur privé à travers le développement des échanges intra-régionaux et intracontinentaux reste essentiel. La mise en œuvre d'un marché commun n'est pas chose aisée, notamment quand il est question d'un grand nombre d'États. Et pour parler de l'histoire de l'Union européenne, vu de notre côté, mais même du côté international, le marché commun européen a été instauré par le traité de Rome en 1957 et il a fallu attendre 1993 avec l'acte unique, soit 36 ans après pour véritablement concrétiser ce marché unique qui repose sur les 4 libertés fondamentales. La liberté de circulation des biens, la liberté de circulation des personnes, celle des services et la libre circulation des capitaux. Évidemment, ce marché a mis 36 ans pour être élaboré, mais il a étape par étape. Ainsi, même si le marché unique européen rassemble des économies diverses, tous les États membres de l'Union européenne appliquent les mêmes droits de douane et les mêmes standards de qualité relatifs aux marchandises importées sur leur territoire en provenant du reste du monde et n'appliquent aucun droit de douane en interne. Le fonctionnement de ce marché unique européen a exigé la réalisation de projets transfrontaliers et une stratégie de développement d'infrastructures communes au bénéfice net des pays qui avaient accumulé un retard économique. La libre circulation des capitaux est une des pierres angulaires de ce marché commun. Et c'est dans ce cadre-là que le projet tirer parti de la finance numérique pour accroître la résilience des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, lancé à Libreville en juin 2021 et mis en œuvre par l'UNCDF, notamment au Gabon, au Niger, au Malawi et en Éthiopie, prend toute son importance. Ce programme vise à soutenir le déploiement de solutions de finances digitales favorisant l'inclusion et l'accélération de la reprise économique. Son objectif se décline en 2 axes. Soutenir le régulateur et créer et renforcer des écosystèmes financiers numériques permettant d'atténuer les chocs exogènes et de saisir les opportunités économiques. L'Union européenne a choisi de contribuer à cet effort en attribuant 14,5 millions d'euros au financement de ce programme sur la période 2020-2024. Ce programme accompagne le Gabon, plus spécifiquement, dans la mise en place du plan d'accélération de sa transformation 2021-2023 et notamment son volet, la transformation numérique. Pour permettre également la concrétisation de ces 4 libertés indispensables au commerce, l'Union européenne, à la demande de la CEAC, a accompagné le processus de mise en place d'un Haut Conseil des affaires en Afrique centrale, qui a été créé en octobre 2022. Ce Haut Conseil vise à améliorer le dialogue public-privé sur le processus d'intégration régionale et à accroître la participation du secteur privé dans l'édification d'un environnement communautaire favorable pour le développement des affaires. Ce projet relatif à la finance numérique, qui est porté donc par l'UNCDF, s'inscrit totalement dans la nouvelle stratégie mondiale de l'Union européenne, dénommée Global Gateway ou en français Passerelle mondiale. Cette stratégie vise à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l'énergie, de la croissance durable et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche dans le monde entier, et notamment en Afrique. Je voudrais à ce titre souligner qu'entre 2021 et 2027, l'équipe Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, ses États membres et ses institutions financières, mobiliseront jusqu'à 300 milliards d'euros, dont 150 milliards d'euros pour l'Afrique dans ces domaines à travers l'aide bilatérale et l'aide régionale sous forme de subventions, de prêts, mais également en mobilisant des fonds privés. Ce paquet d'investissements permettra d'augmenter fortement les investissements destinés à stimuler l'intégration économique régionale et continentale africaine, à améliorer la connectivité, la croissance, la création d'emplois décents
la mobilité et le commerce en Afrique et entre l'Afrique et l'Europe à travers des couloirs stratégiques qui restent à développer ou à améliorer. Dans le cadre de la programmation 2021-2027 de l'Union européenne pour l'Afrique subsaharienne, la mise en place de la ZLECAf, en partenariat étroit avec le secteur privé, est au cœur de nos actions. Je voudrais évoquer à ce titre deux nouveaux programmes régionaux qui concernent particulièrement notre zone et la CEAC, le commerce des services doté de 6 millions d'euros et la compétitivité commerciale et accès au marché en Afrique de 35 millions d'euros destinés à la fois à l'Afrique orientale et centrale. Et ces deux programmes seront mis en œuvre au cours de l'année 2024. Et pour terminer au moins ce propos, en 2025, ce sont des programmes régionaux dans le domaine de la cybersécurité, du commerce électronique et de la gouvernance électronique qui seront lancés. L'Union européenne appuie la vision d'intégration économique de la Commission de la CEAC. Forte de sa propre expérience du marché unique, l'Union européenne, au sein de l'équipe Europe, soutient la ZLECAf et reste engagée à soutenir sa mise en œuvre. La réalisation de la ZLECAf renforcera la cohésion de la politique commerciale de l'Afrique. Cela permettra notamment aux États africains de s'engager de manière plus concrète et coordonnée dans les accords commerciaux avec le reste du monde. La zone de libre-échange africain ouvrira ainsi la voie à l'accélération de la création de l'Union douanière continentale et de la communauté économique africaine et contribuera également à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à créer une communauté africaine en mesure de répondre aux défis actuels majeurs tels que le changement climatique et les inégalités. Voilà la conclusion que je voulais donner et je vous remercie totalement pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Carton, pour ce mot d'ouverture de notre session qui donne une perspective de l'importance encore de l'intégration régionale et des divers efforts qui sont en train d'y être consacrés déjà du côté de l'Union européenne. Nous vous remercions pour votre présentation. Suivant. Donc, au cours de cette présentation maintenant de l'UNCDF, nous allons donner l'aperçu de notre travail où nous aborderons le paysage actuel des migrations et des envois de fonds dans la région de la CEAC, puis partagerons sur les avancées de la mise en œuvre de ce projet avec la CEAC, pour enfin conclure avec les observations que nous avons faites à ce jour sur l'état des politiques de transfert de fonds dans la région. Nous espérons que cette présentation sera enrichissante. Next. Donc, quand on entend harmonisation des politiques de transfert de fonds, je me dis que la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par harmonisation? Dans le contexte de ce projet, l'harmonisation est l'ensemble de tous les processus par lesquels les politiques et les cadres réglementaires et les normes liées aux envois de fonds ou aux infrastructures de paiement approuvées par différents organismes de réglementation établissent une similitude de processus et des services ou une compréhension du moins mutuelle des informations fournies conformément à ces politiques et normes à l'interopérabilité des infrastructures de paiement. L'harmonisation permet de supprimer les obstacles inutiles à l'établissement, à l'octroi des licences, aux opérations, tout en réduisant la duplication des efforts réglementaires, en améliorant la transparence, la concurrence loyale, le choix pour les clients et la protection des consommateurs. En d'autres termes, l'harmonisation des politiques en matière d'envoi de fonds vise à aborder et équilibrer les obstacles qui inhibent les flux des envois de fonds. Next. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est pourquoi les transferts de fonds? En effet, les transferts de fonds deviennent de plus en plus importants pour les économies des pays à faible et moyen revenu. Déjà parce qu'ils accroissent le revenu des familles des migrants, stimulant ainsi la consommation et les investissements, notamment dans le secteur de la santé, l'éducation et les entreprises locales. Et en 2023, les pays à faible et moyen revenu ont reçu environ 656 milliards de dollars, surpassant l'aide publique au développement. Et enfin, toujours en 2023, à l'échelle mondiale, il est prévu que les envois de fonds atteindront le montant de 840 milliards de dollars. Les transferts de fonds des migrants influent aussi directement sur l'objectif 10.C des ODD, visant à réduire le coût de transfert de fonds, de ces transactions à moins de 3%.
Et en ce qui concerne le paysage des migrations et envois de fonds au sein de la région de la CEAC, on observe que au cours de la dernière décennie, le nombre des migrants n'a pas cessé d'augmenter et le nombre des migrants de la région de la CEAC au monde représente aujourd'hui 2,7% de la population totale de la région. Environ 5,5 millions de migrants, parmi lesquels on compte 50% d'entre eux des femmes. Au sein de la région, la migration intra-régionale est prédominante, avec plus de 50% de migration au sein de la CEAC, comme vous pouvez le voir sur le graphe à votre droite. Et en 2022, la région a reçu par les canaux formels environ 2,2 milliards de dollars en transfert de fonds, dont plus de la moitié étaient destinés vers la RDC. Ces transferts de fonds par les canaux formels en 2021 ont représenté 0,9% du PIB de la région. Et enfin, le coût moyen d'un envoi de fonds vers la CEAC s'élève à 8,7% pour une somme moyenne de 200 $, soit à peu près le triple de l'objectif 10.7 des ODD. Ensuite, en raison donc de l'importance des transferts de fonds pour les économies et les populations de l'Afrique centrale, en 2021, la commission de la CEAC et l'UNCDF ont lancé un projet visant à harmoniser les politiques régionales d'envoi de fonds dans la région de la CEAC. À cet effet, un protocole d'entente a été signé entre les deux institutions. Au niveau de la CEAC, il est important de souligner que ce projet cadre avec le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025, et notamment dans son axe 3 relatif à l'harmonisation des politiques économiques et financières. Il convient aussi de souligner que l'intérêt de la CEAC pour cette initiative vise aussi à trouver des moyens en vue de mieux canaliser les ressources de la diaspora africaine vers le financement des économies et en particulier des projets économiques qui améliorent le bien-être des populations, surtout en milieu rural. Le parcours du projet sur l'harmonisation régionale des politiques de transfert de fonds dans la région de la CEAC implique des efforts de collaboration et pour pouvoir aboutir à des grandes réalisations. Et sous l'égide de la CEAC a eu lieu cette année une réunion régionale à laquelle tous les États membres ont pris part, représentés par leur ministère de Finances et leur banque centrale, témoignant ainsi l'intérêt des États membres pour l'amélioration des politiques de transfert de fonds et des environnements réglementaires. Ensuite, la coopération et l'adhésion des États membres pour l'amélioration des politiques de transfert de fonds s'est traduit par des efforts nationaux axés sur la demande, parmi lesquels on pourrait citer les différentes consultations nationales avec le secteur public et le secteur privé, notamment en RDC, au Burundi, au Rwanda et au Rwanda. Des consultations ont eu également lieu avec les cadres de la Banque des États de l'Afrique centrale pour la mise en place d'un cadre d'assistance technique visant à améliorer les politiques de transfert de fonds et les environnements réglementaires, visant aussi à renforcer la stratégie régionale d'inclusion financière et améliorer l'adoption des services financiers numériques dans la région de la CEMAC. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, différents rapports et documents ont pu être développés, parmi lesquels un rapport de démarrage, les documents de suivi pays en matière de transfert de fonds pour chaque État membre et des rapports préliminaires de diagnostic nationaux et régionaux en vue d'harmonisation des politiques de transfert de fonds intra-régionaux. Et aussi, est en cours un cadre de gestion de risque en matière d'envoi de fonds. Et donc, quand nous avons les consultations avec le secteur privé, nous incluons la Banque centrale, le ministère de Finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de Commerce, le régulateur de télécommunications, la cellule de renseignement financier et l'institution en charge du switch national de paiement. Et les consultations avec les parties prenant du côté de l'offre incluent souvent les banques commerciales, les institutions de microfinance, les opérateurs de transfert d'argent, les opérateurs d'argent mobile, les opérateurs de systèmes de paiement de détail nationaux, etc. Les résultats sont utilisés pour améliorer les rapports de diagnostic pays des États membres et finaliser la feuille de route d'harmonisation régionale. Il est ainsi important de souligner que l'adhésion et la collaboration active des États membres est un élément de succès primordial pour ce projet. Ensuite, et donc en évaluant les marchés de transfert de fonds et la réglementation dans la région de la CEAC, nous identifions ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.
Et les actions prioritaires sont catégorisées en 5 lignes d'enquête, parmi lesquelles cadre juridique et réglementaire, infrastructures financières et de paiement, pratiques de marché, protection de consommateurs, coopération et collaboration. Et au niveau de chaque ligne d'enquête, durant l'évaluation, nous avons regroupé les observations en 2 catégories, à savoir les facilitateurs et les inhibiteurs liés au transfert de fonds, pour lesquels nous avons émis des recommandations de réforme. Aujourd'hui, nous allons vous partager quelques-uns des observations qui limitent le flux de transfert de fonds par les canaux réglementés au niveau régional. Pour le cadre juridique réglementaire, nous avons pu observer que, en termes de licence, dans la région, les régimes de services d'envoi de fonds diffèrent d'un pays à l'autre concernant les fournisseurs, les périodes de validité de licence, les frais de licence et les exigences en matière de capital. Mais aussi, en termes d'innovation pour stimuler le marché, il y a l'absence dans certains pays des cadres réglementaires permettant aux acteurs du marché de tester des nouveaux services financiers ou modèles commerciaux avec des clients réels sous réserve de certaines mesures de sauvegarde et de supervision. Et cela limite extensivement les innovations numériques et le développement des fintechs. Et en termes de système national de paiement, les systèmes au sein des États membres ne sont pas interconnectés et il n'y a pas encore de système de paiement régional au niveau de la CEAC. Et au niveau des systèmes individuels de chaque État membre, les prestataires de services financiers non bancaires dépendent des institutions de crédit pour régler leurs paiements par une participation indirecte. Et par rapport à la digitalisation qui passe au travers de la monnaie électronique, les limites de solde et de transactions pour les portefeuilles mobiles diffèrent d'un pays à un autre au sein de la région. Et cela pose un problème pour les transactions internationales et même des fois nationales. Et concernant la politique de change, certains États ont des politiques de change restrictives en termes d'usage de devises, ce qui donne lieu à des marchés de change parallèles et en conséquence, il existe un écart souvent entre le taux de change de marché officiel et informel. Cela encourage les envois de fonds par des canaux non réglementés avec de taux de change imprévisibles, ce qui représente des risques non seulement pour les clients, mais pour les systèmes financiers aussi. Et maintenant, par rapport à l'élément de lutte contre le blanchiment de capitaux, bien que certaines des dispositions légales existent pour donner lieu à une approche fondée sur le risque dans la plupart des États membres, il n'existe pas encore des directives ou des directives spécifiques sur l'usage des limites transactionnelles définies par palier. Et cela pour pouvoir permettre l'application plus souple d'une approche proportionnelle fondée sur le risque. Aussi, cela affecte l'usage de l'e-KYC. Au niveau de l'infrastructure de paiement, on observe que les infrastructures de paiement qui, bien qu'en développement, ne répondent pas encore de manière adéquate aux besoins des acteurs du marché dans la provision des services financiers innovants et sécurisés. L'interopérabilité des systèmes de paiement de détail représente encore un défi tant au niveau des États qu'au niveau régional, à l'exception des pays de la CEMAC grâce au système GIMAC. Et ce système, les autres États membres pourront en tirer parti pour étendre l'interopérabilité transfrontalière au sein de la CEAC. Aussi, un autre élément au niveau d'infrastructure, c'est l'identification sécurisée des bénéficiaires, une condition préalable importante pour accéder aux formes numériques de paiement et coûteuse dans la région, car les systèmes d'identification sont inadéquats et ceux qui existent ne sont pas toujours intégrés aux infrastructures de paiement. Et cela aussi affecte l'usage de l'e-KYC pour le recrutement à distance. Au niveau de la protection de consommateurs, on observe que les mesures de protection de consommateurs en place ne considèrent pas souvent la complexité relative aux services d'envoi de fonds. Et pour certains pays de la région, il n'existe pas de régulation distincte qui serait inclusive des dynamiques liées à tout type de prestataires de services financiers. Ces cadres de protection de consommateurs sont plutôt fragmentés dans différentes régulations. Au niveau du pratique de marché, les programmes de sensibilisation de clients et programmes d'éducation financière pour les migrants et leurs familles sont limités. Le manque de connaissances financières et la complexité des procédures de paiement rendent plus difficile l'utilisation des services de paiement numérique. Mais aussi, nous avons parlé plutôt de données et on peut dire que les données sur les envois de fonds ne sont pas disponibles ou sont incomplètes.
les mécanismes systèmes de collecte de données sur les envois de fonds ne permettent pas encore de saisir les données au niveau transactionnel au niveau pour certains pays, mais aussi ces données qui sont collectées ne sont pas toujours ventilées par SEC. L'estimation de la taille des transferts de fonds envoyés ou reçus par les canaux informels n'est que rarement ou presque pas effectuée, créant ainsi une visibilité limitée de l'impact des envois de fonds dans les économies des États membres et de la région. Enfin, au niveau de la collaboration et de la coopération, les opportunités découlant des liens régionaux et bilatéraux en matière de commerce et d'investissement ne sont pas toujours exploitées à leur grand potentiel de manière à accroître les envois de fonds. Et donc, ce que nous disons, c'est que la feuille de route, elle va contenir les recommandations et cette feuille de route, elle est en cours de validation au niveau de la commission de la CEAC au niveau de la commission de la CEAC avant, et après, elle sera validée par les États membres. La validation des États membres conduira à la mise en place d'une liste des actions à mener au niveau régional auxquelles les États membres devront se mesurer pour assurer l'harmonisation politique des envois de fonds au sein de la CEAC. Ainsi, rendre fluide les flux des envois de fonds dans la région. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et j'espère que nous aurons un débat maintenant avec nos panélistes, des échanges qui seront fructueux. Tel que mentionné plus tôt, au début, pour toutes vos questions et observations, ainsi que partage de perspectives, n'hésitez pas à nous les transmettre par la boîte questions-réponses et nous tâcherons de les adresser tous durant cette session. Donc, passons maintenant aux échanges. Cet après-midi, nous avons avec nous un groupe exceptionnel de distingués experts venant d'horizons variés, travaillant tous sur un aspect contribuant à l'amélioration du flux des envois de fonds par les canaux réglementés à coût abordable. Ils vont partager avec nous les leçons tirées de leur vaste expérience pratique à travailler sur les questions ayant attrait au transfert de fonds. Nous avons avec nous Monsieur Oluba Odunga Placide Blaise, commissaire général adjoint à l'intégration régionale au ministère des Affaires étrangères du Gabon, où il supervise aussi la coordination des politiques nationales à l'échelle nationale et communautaire. Monsieur Oluba est aussi, depuis février 2022, le président du comité technique des experts de la CEAC, où il s'engage activement dans diverses réunions communautaires portant sur des questions économiques, environnementales et de développement durable et de sciences sociales. Bienvenue, Monsieur Oluba. Avec nous, nous avons Monsieur Amadou Cissé, qui est le directeur exécutif de l'Institut africain pour les transferts de fonds, avec plus de 2 décennies d'expérience dans les secteurs de développement et aussi en tant que régulateur. Et ensuite, nous avons Monsieur Adoum Gagolou, et il est un économiste et un consultant expérimenté avec plus de 23 ans d'expérience, dont plus de 18 ans au sein de l'Union africaine. Présentement, il est le chef de division de statistiques économiques à l'Institut de l'Union africaine pour les statistiques StatAfrique. Il est basé à Tunis. Il était auparavant chef de la division de la planification et de la programmation du budget de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Bienvenue, Monsieur Adoum. Et pour continuer, nous sommes avec Monsieur Jamelino Jamelino Akobeto. Et il est un spécialiste de la finance digitale avec près de 20 années d'expérience dans la télécommunication, la finance et le conseil. Il est actuellement le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'Africaneda. À ce poste, il a pour mandat d'accélérer le déploiement de systèmes de paiement instantanés et inclusifs ainsi que l'inclusion financière numérique dans la région. Bienvenue, Monsieur Jamelino. Et pour continuer, nous sommes avec Madame Karine Umurerwa. Elle est une experte en développement des affaires et de la commercialisation des solutions numériques et de transfert d'argent, forte de près de 2 décennies d'expérience dans le secteur de télécommunications et de la fintech. Madame Karine est présentement pour TerraPay responsable de la mise en place des partenariats avec le secteur des banques, des télécommunications et d'autres institutions financières dans les pays membres de la CEMAC. Bienvenue, Madame Karine. Et enfin, nous sommes avec Monsieur Obed Manilakiza. Il travaille pour EcoBank Rwanda
Et en tant qu'agent de la banque chargé des produits digitaux au sein des services commerciaux, il a plus de 5 ans d'expérience dans le secteur financier. Bienvenue à vous tous, nos panélistes, et on va directement entrer dans le vif du sujet. On va commencer avec Monsieur Oluba. La première question serait de savoir que nous savons que les migrants du monde en provenance de la CEAC sont à 5,5 millions, avec un nombre considérable de migrants originaires de la région de la CEAC. Quelles sont les initiatives en cours dans les États membres de la CEAC visant à l'intégration effective et durable de la diaspora dans le développement économique? Bienvenue, Monsieur Oluba. Merci, Madame Angèle. À tout seigneur, tout honneur, comme on dit, Monsieur le commissaire François Kanimba, bonjour. Bonjour. Monsieur Adou, Monsieur le chef de division des statistiques économiques, Monsieur Amadou Sissi, directeur exécutif de l'Institut africain pour les transferts de fonds, Monsieur Giuliano Abedo, directeur général d'Afrique Canada, Monsieur Abdel Akinza, agent chargé du produit digitaux à Ecobank, Madame Karine Yamzewa, alors là, excusez-moi la prononciation. Je n'ai pas oublié Monsieur Didier Carton, qui est le chef de coopération, que je devrais lui citer juste après, Monsieur le commissaire au marché commun. Alors, je vous remercie pour m'avoir associé à cet exercice justement de coordination. Et comme le disait Madame Angèle, avec le nombre important justement des migrants dans la zone, c'est déjà une problématique. Elle devient encore plus importante parce que les transferts de fonds au niveau de notre sous-région ne sont pas encore très ancrés. Pour preuve, parce qu'il m'a fallu également toucher du doigt, donc j'ai dû prendre langue avec certains responsables au niveau national pour comprendre d'abord, notamment au niveau de la Banque centrale. Et nous sommes partis, on a regardé un peu sur le règlement donc, de la CEMAC, un règlement 002, donc qui porte un peu transfert des fonds. Donc l'aperçu qu'on peut donner au niveau du volume, même des flux, au niveau du marché, donc de la CAC, il faut dire que ces transferts ne sont pas encore parfaitement intégrés parce qu'au sein de nos États respectifs, nous tendons, c'est un processus qui est encore en cours, nous tendons justement à mettre en place ces réglementations parce que même au niveau du Gabon, lorsque l'on regarde l'architecture qui est faite au niveau du Gabon, il est difficilement perceptible d'apprécier le niveau de transfert des fonds qui viennent de la diaspora et qui pourraient donc permettre le développement de nos économies in fine. Alors, cela s'explique simplement par le fait que nos économies sont restées longtemps en mode sécurité, donc surveillance. Et donc, pour certains transferts, la règle n'excède pas à partir de 5 millions de francs CFA, donc à peu près, on va dire, moins de 10 000 euros, ou 10 000 dollars. Donc, ce sont ces surveillances qui font que souvent, à l'intérieur, déjà, on n'arrive pas déjà à faciliter. Et donc, les débats sont à ce niveau-là. Et pour ceux que j'ai pu justement contacter, échanger, ce sont des processus qui sont en train de se mettre en place. J'ai échangé également avec le Cameroun, le ministère de l'économie. J'ai apprécié par exemple aussi le modèle qui se met en place au niveau du Burundi, que nous avons d'ailleurs suivi il y a peut-être à peu près 3 semaines. Et je pense que pour des États comme le Rwanda, où je vois qu'il y a une certaine éclosion, donc une facilité, ce que nous envisageons donc de faire, c'est de pouvoir accroître le dialogue à travers donc le DIMAC, qui a d'ailleurs été mis en place entre la CAC et donc les organes, notamment au niveau des migrations, ce dialogue pour permettre justement d'échanger davantage pour voir les éléments bloquants, notamment pour la mise en place des instruments juridiques au sein de nos États,
afin de pouvoir partager les expériences et de pouvoir faciliter donc, le processus de transfert de fonds au sein donc, de notre communauté. Voici ce que je peux dire pour cette première question que vous portez à mon attention, qui pourrait être complétée éventuellement s'il y a des précisions à ce niveau. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Odunga. En tout cas, ce que nous entendons, c'est que il y a en tout cas ces initiatives de coopération, en tout cas d'échange entre les États membres qui ont déjà avancé sur le sujet pour pouvoir améliorer, en tout cas d'une manière harmonisée au niveau de toute la région. Merci beaucoup, Monsieur Oluba. Maintenant, passons à Monsieur Cissé. On a vu que aussi dans nombreux des pays africains, les transferts de fonds dépassent l'aide au développement. Donc, la question pour nous, c'est de savoir quelles mesures immédiates les États membres doivent-ils prendre pour faciliter les flux continus des envois de fonds par les canaux réglementés à coût abordable. Merci beaucoup, Madame, pour cette question extrêmement importante pour tous les pays d'Afrique. Mais avant d'y apporter quelques éléments de réponse, je voudrais remercier les initiateurs de ce webinaire, tous ceux qui sont derrière à la tête et à leur tête, notamment l'UNCDF, la CAC et tous les autres partenaires. Par rapport à cette question spécifique sur les envois de fonds et notamment votre question a beaucoup plus trait aux questions de coûts et qui a été ces questions de coûts qui ont été un peu abordées par vous-même dans votre présentation. Je crois qu'il faut ici nous interroger sur le contenu de ce dont nous parlons ici. En liant ça à la question précédente que vous avez posée, c'est-à-dire que ces envois, qu'ils aient un impact sur en fait les personnes en Afrique et que ces envois puissent être comment dirais-je, facilités, il y a un certain nombre de prérequis. De quoi parlons-nous? Parce que il y a, j'aimerais, quand je parle dans tel débat, quand je sais qu'il y a des spécialistes de la question qui nous suivent et surtout nos collègues de la Banque centrale, quand on parle d'harmonisation, quand on parle d'action à prendre, ça dépend des types de flux dont on parlait. Dans un cadre global de transfert de fonds, je crois que oui, effectivement, il y a plusieurs actions qui peuvent être menées, mais dans un cadre spécifique d'envoi de fonds, parce que j'utilise les deux termes scients parce que c'est pas pareil du tout, mais dans le terme spécifique des envois de fonds, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et en ce sens que généralement, il y a un certain nombre de dispositions réglementaires qui sont tels que ces envois rapides, qui sont tels que ces migrants, qui sont tels que ces gens-là qui ont migré de façon permanente ou bien transitoire, n'ont pas forcément accès à ces services-là. Et quand ils n'ont pas accès à ces services, cela réduit en quelque sorte les possibilités. Et souvent, ça fait que ceux qui peuvent leur offrir ces services offrent ces services à des conditions relativement onéreuses. Donc, quand il s'agit de ces envois de fonds-là qui sont liés à la migration, généralement, il y a des protocoles, il y a des aspects qui sont reconnus au niveau mondial pour faciliter un tout petit peu en fait, les informations requises pour faire un KYC. Cela est différent, ces informations requises doivent être complètement différentes et notamment beaucoup plus allégées que les informations qui sont requises pour tous les autres types de flux qui généralement aussi sont des flux qui ont tendance à s'accentuer, à être orientés beaucoup plus, axés beaucoup plus en tout cas sur le commerce de façon générale. Et ce sont tous ces deux éléments-là qui sont un tout peu les transferts de façon générale. Et que tout cela doit reposer sur une infrastructure bien claire et bien définie, avec des produits qui sont différenciés et avec également des opportunités et des possibilités qui sont différenciées. Ce que nous,
je pense en Afrique en tant qu'État membre, tous les Africains de façon générale, et cela n'exclut pas spécifiquement les États membres de la CEEAC, c'est en fait que dans les dans les politiques, certes, on peut avoir des politiques à différents degrés, des politiques qui s'intéressent à l'intégration régionale. Par exemple, vous l'avez noté dans vos précédents documents que vous avez partagés avec nous, bien évidemment, et ce qui est vrai. Quand vous prenez les pays de la CIAC, les 11 pays, il y a 6 qui partagent déjà une certaine expérience, 6 pour lesquels les envois de fonds intra ne posent pas véritablement de problème, ce qu'ils appellent assez souvent les mises à disposition, etc. Mais quand il s'agit de relation entre un pays quelconque de ces 6 par rapport avec les autres, il y a un certain nombre de problèmes, il y a un certain nombre de goulots d'étranglement. Donc, il faut que les États aient le courage quand même de se dire que autant nous avons bénéficié des envois de fonds venant d'ailleurs, nous pouvons aussi laisser les autres bénéficier d'envois de fonds venant de nos propres pays. C'est une certaine... Et ce qui facilite cela, c'est de savoir que la gestion des réserves et la conservation des réserves peut se faire en acceptant plusieurs types de modèles. Et que forcément, le modèle qui est basé sur le contrôle d'échange n'est pas forcément le plus optimal parce qu'il a tendance à aller à la création, au développement de marchés parallèles. Donc, je crois qu'en interne, déjà, c'est un premier pas. Et après, maintenant, l'ouverture au monde, au reste du monde, ça pourrait faire. C'est une autre étape. Mais je dois aussi préciser que quand il s'agit de coûts d'envoi de fonds, ce n'est pas uniquement les conditions internes qui sont importantes, il y a aussi les conditions externes parce que très souvent, ces envois de fonds dont nous parlons et dont nous glorifions, ce ne sont pas des envois de fonds qui sont générés dans nos espaces économiques, mais ce sont plutôt des envois de fonds qui sont générés à partir d'espaces économiques externes et assez souvent l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, etc., le Moyen-Orient. Et donc, forcément, quand il s'agit de coûts, ce qui se passe dans ces marchés-là importe beaucoup. Et parce que ce sont ces marchés, les conditions de ces marchés-là, qui déterminent ces coûts-là. Et donc, faciliter les différents canaux, les différentes possibilités à la réception, c'est important, mais également la collaboration avec ce qui se passe dans le monde externe, avec les autres pays est très importante. Je sais que j'ai été assez long, en espérant que nous pourrons aussi échanger beaucoup plus tard. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Cissé. C'est sûr, il y a toujours des facteurs internes et des facteurs externes et tous doivent être tenus en compte pour pouvoir vraiment améliorer les flux de transfert de fonds à des coûts abordables. Donc, j'aimerais maintenant m'attarder sur la question de la disponibilité de données. Et Monsieur Adoum, d'abord, je souhaite saluer vos efforts louables au niveau de la Commission de statistique de l'Union africaine, en particulier la collaboration avec les observatoires migratoires, Statistique Sweden, Danemark et d'autres institutions telles que l'Organisation internationale du travail, l'Organisation internationale pour les migrations. Il faut dire que leur engagement auprès de plus de 6 communautés économiques régionales pour améliorer les statistiques migratoires est louable. Donc, notre question, c'est de savoir, à la lumière du succès de cette initiative dans l'amélioration des statistiques migratoires, quel enseignement précieux pouvons-nous en tirer pour améliorer les statistiques sur les envois de fonds dans la région de la CEAC? Et en outre, si vous pouvez nous éclairer sur les initiatives spécifiques que la Commission de statistique de l'Union africaine est prête à entreprendre pour améliorer les statistiques sur les envois de fonds au niveau de la région de la CEAC spécifique. Merci beaucoup, Angèle, de cette question qui est d'une importance cruciale et que mon collègue Amadou a brossé sur tous les aspects. Que j'aimerais vous dire aussi que d'abord la vision du statistique africain se décline avec un système statistique performant qui doit générer des informations qui sont fiables, harmonisées, disponibles à temps et couvrant toutes les dimensions du développement
de l'intégration des politiques économiques, sociales et environnementales de l'Afrique. C'est dans ces cadres que le Stade Afrique et l'Institut africain pour les statistiques, avec des collaborateurs que vous avez cités, et nous sommes aussi collaborons avec vous, et grâce à notre institut, sont en train de faire un effort conjugué d'ancrer sur les 4 thèmes stratégiques de l'Union africaine pour produire des statistiques de qualité pour l'Afrique et coordonner la production de ces statistiques de qualité et développer des capacités institutionnelles durables de système statistique africain. Ceci dit et ceci étant, nous sommes vraiment impactés par les échanges, le transfert de ces fonds au niveau des migrants. Et c'est dans ces cadres que Statistique de Statafrique de l'Union africaine a dans son prémisse au niveau de Tunis le Statistique Sweden qui travaille uniquement sur les migrants, sur l'aspect migration et les migrants africains de par le monde. Et nous collaborons aussi beaucoup avec le Danemark, avec d'autres partenaires dans ce sens qui peuvent nous aider à harmoniser notre politique de stratégie pour élargir la base de l'information et statistique dans les envois des fonds au niveau de l'Afrique. Ceci étant, notre objectif, c'est trop souvent le débat sur l'immigration, mettre l'accent sur la fuite des compétences et de la main-d'œuvre des pays pauvres vers les pays riches. Si vous avez les chiffres, à peu près des millions des habitants de nombre d'Africains sont éparpillés dans le monde, dont certains ayant suivi une formation très poussée. Le départ de ces émigrés prive de compétences et de main-d'œuvre de secteurs essentiels de l'économie, tels que l'agriculture, qui est un secteur clé pour notre continent, qui a dû pâtir de l'exode des zones rurales et en conséquence dont le gouvernement s'efforce au niveau de l'Afrique centrale, souvent à décourager l'immigration. Donc, nous allons parler ici en termes statistiques et dans notre terme de statistiques économiques dans notre balance de paiement. Nous allons parler ici de la mobilité du travail international du travail qui est un puissant facteur de croissance et de convergence régionale parce que nous voyons que le transfert des fonds n'est pas seulement transférer de l'argent en tant que tel, mais c'est une mobilité internationale du travail, c'est une force de travail qui a quitté d'un continent à un autre pour essayer d'appliquer une politique de survie à ceux qui sont laissés dans les pays. Cependant, il y a peu de données spécifiques sur les contributions des fonds des migrants en Afrique centrale. Les données sur les mouvements migratoires dans la région sont peu documentées. Et ça, c'était un problème avec nous. Et juste avant même notre institut de transfert des fonds aussi est en train de travailler sur ça. Parce que nous voulons documenter, avoir des statistiques qui sont fiables, pour ce qui rend un peu difficile l'analyse de l'impact des transferts des fonds des migrants sur le développement économique et social de la région Afrique centrale. La plus grande partie des sommes qu'envoient chez eux les immigrés ne sont pas comptabilisées et ne sont pas donc prises en compte dans les statistiques nationales de nombreux pays. Et généralement, je crois qu'à notre discussion avec vous à Libreville l'année dernière, nous avons vu cet aspect et dans lequel la CAC devrait vraiment, en tant qu'une organisation régionale qui s'efforce malgré les réformes structurelles, de bien vouloir mettre en chose pour la convergence de revenus entre d'abord les pays de la CAC, qui a été fortement favorisé par l'immigration. D'abord, nous avons remarqué qu'il y a une immigration régionale et ensuite internationale. Régionale, c'est entre les pays. Et la libre circulation du travail qui devrait engendrer une hausse de production mondiale de 20% et qui pourrait aller jusqu'à 40% du PIB. Donc, pour l'Afrique centrale, nous, en termes de statistiques, nous parlons en termes de 16% qui devraient vraiment contribuer de régional. Il faut reconnaître que les imperfections du marché peuvent souvent réduire les avantages de mobilité de travail. Ceci, c'est que l'immigration internationale peut conduire au dépeuplement de régions entières avec une perte manifeste de bien-être pour le facteur fixe. Donc, tout aussi crucial qui a été mentionné, l'exode de la main-d'œuvre pourrait également priver les régions des cerveaux. Et c'est le cas au niveau de l'Afrique centrale. Ce qui est l'objet d'une plus grande inquiétude pour ces pays d'origine, dont plus qu'actuellement, les régions d'accueil semblent tout mettre en œuvre pour encourager l'immigration qualifiée. Prenons l'exemple du Canada qui ouvre ses portes pour l'Afrique centrale, mais qui fait une immigration choisie de cerveaux dans son pays. Donc, l'impact négatif de l'immigration aussi est là, qui peut toutefois être compensé par le transfert des fonds, des retours de l'immigration et des incitations accrues en faveur de l'éducation.
Donc, l'impact final est donc une question, nous prenons ça en termes, c'est comme une question empirique. Donc, les transferts des fonds des migrants sont souvent considérés comme un lien direct entre la migration et le développement. Les transferts des fonds peuvent aider les ménages à faire aussi choc économique, réduire la pauvreté et les inégalités et améliorer aussi l'accès à l'éducation. Donc, nous avons pris par exemple le cas de l'Éthiopie, qui a été cité tout de suite par le premier intervenant. Les transferts des fonds sont susceptibles d'encourager l'investissement et la croissance économique si elles sont bien administrées. Dans le cas d'Éthiopie, ils sont très bien administrés. Et ces transferts de fonds, où aujourd'hui l'État éthiopien a revu même la taxe sur le transfert des fonds, d'abord l'État éthiopien qui encourage sa population à émigrer, et ces populations, quand ils émigrent, ils transfèrent des fonds dans le pays. Et il faut aussi noter qu'au niveau de ces pays tels que l'Éthiopie, aujourd'hui, qui est parmi l'un des pays performants, au niveau de croissance, il n'existe pas de banques internationales. Toutes les banques sont locales. Donc, tous les transferts sont taxés à 3%. Donc, 1% de ces transferts vont dans les infrastructures, 0,5% vont pour l'addiction de l'eau, 0,5% vont pour l'électrification et 1% va à l'État. Donc, c'est la diaspora qui contribue au développement économique du pays. Ça dépend sur les infrastructures. Donc, en outre, les transferts de fonds peuvent également avoir un impact social en renforçant les liens familiaux et communautaires. Donc, qu'est-ce que sont les avantages que nous sommes aujourd'hui, que nous voulons que l'UNCDF doit travailler dessus? Ces avantages sont en effet, doivent être positifs, toutefois être relativisés, car certaines études suggèrent que les transferts de fonds ont des répercussions économiques qui sont néfastes. Donc, en évidence, certains effets défavorables du transfert des fonds s'opèrent à travers l'appréciation de taux de change, ce qui décourage beaucoup les Africains à utiliser le système normal de transfert. Et vous avez, comme tous vous connaissez aujourd'hui, pour un Tchadien ou pour un Camerounais qui a ses parents qui sont à Dubaï, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un, il donne l'argent là-bas et l'argent il donne à sa famille. Donc, il n'y a pas de traces. Donc, ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas vraiment tracer, ni vous, ni l'Institut de rémitance des Unions africaines. Donc, en évidence, l'aléa moral et la faible participation de ces bénéficiaires a un impact sur le marché du travail. Donc, Stat Afrique, avec le concours de son institut pour le transfert des fonds, accorde cependant de plus en plus d'importance au suivi de cet argent. Cela aiderait aiderait les pouvoirs publics à essayer d'en faire une plus grande source de financement et de développement et à mieux répartir cet argent dans les secteurs productifs. C'est dans cette optique que nous allons travailler avec l'UNCTF dans les collectes de données statistiques fiables d'abord au niveau pays, puis régional, et mettre ces sources de données à la disposition de la CAC qui va travailler avec l'UNCTF dans l'organisation des politiques de transfert. Et où notre institut de transfert jouera également un rôle de très grand sens dans cet aspect. Donc, l'impact dans le secteur informel, est grand, surtout dans la comptabilité nationale, car on ne peut pas mesurer tous les flux financiers dans la balance de paiement. Donc, vous voyez l'impact au niveau des statistiques. Donc, surtout si on ne considère pas la consommation des ménages, on pense qu'il y a une désépargne de ménages, alors que c'est juste qu'on ne peut pas mesurer le flux financier. Donc, si vous prenez la balance de paiement d'un pays, ça ne vous montre pas les flux financiers tracés en comptabilité, alors que nous savons qu'il y a des pratiques parallèles en matière de transfert de fonds, par exemple, l'exemple que je viens de vous donner. Donc, je ne vais pas être trop long pour vous monopoliser le truc, mais en grosso modo, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que les envois de fonds correspondent à la part des revenus gagnés à l'étranger que les migrants rapatrient chez eux. Et les statistiques fiables qui doivent être collectées vont aider l'organisation telle qu'elle est, à faciliter le travail de l'organisation telle qu'elle est, l'UNCTF, notre institut de rémitance qui travaille sur ces fonds, et améliorer la mise en place des outils statistiques fiables pour collecter toutes les données et les mettre à votre disposition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Adoum. On va vite passer à Monsieur Djamelino. Nous savons que l'infrastructure représente une composante clé à l'amélioration de flux de transfert de fonds par des canaux digitaux. Donc, pourriez-vous nous partager comment Africanenda contribue-t-elle actuellement à l'avancement des systèmes de paiement inclusifs, y compris les systèmes de paiement de détail instantané?
Et en se référant à votre récent rapport de CIP 2023, quels défis et opportunités ont été identifiés en matière de paysage de paiement en Afrique, en particulier dans le contexte de paiement transfrontalier? Merci Angèle. Tout d'abord, merci à UNCDF et ses partenaires pour l'invitation à ce webinaire. Je dois rappeler que le mandat d'Africananda, c'est d'aider les États, mais aussi les communautés économiques régionales à se doter d'un système de paiement qui promeut l'inclusion financière. Et c'est la vision que nous avons, c'est de nous assurer que les 350 millions d'Africains aujourd'hui exclus des systèmes financiers, notamment au travers d'infrastructures de paiement beaucoup plus solides et un cadre réglementaire approprié, pourront avoir accès aux services financiers. Alors, au niveau d'Africananda, il y a différents mécanismes qui sont adoptés pour pouvoir soutenir donc les États, les régulateurs, les banques centrales, mais aussi les communautés économiques régionales sur le déploiement des systèmes de paiement. Mais je voudrais juste prendre un aspect de la chose, et je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce que quand on regarde aujourd'hui les transactions transfrontalières, on se rend très vite compte que l'obstacle est lié à l'usage. On a parfois des initiatives, mais derrière, il y a très peu d'usage. Et pourquoi il y a très peu d'usage? L'usage est fait parce que les systèmes ne sont pas, on va dire, inclusifs. Africananda travaille à se rassurer que les systèmes de paiement qui sont mis en place sont inclusifs. On a beaucoup de systèmes de paiement qui sont instantanés en Afrique, mais très peu sont inclusifs. Alors, la question d'inclusivité, peut-être qu'abordée par Africananda, nous avons développé un spectrum pour pouvoir mesurer l'inclusivité des systèmes de paiement. Alors, nous avons, on va dire aujourd'hui, 3 niveaux d'inclusivité des systèmes de paiement. On a un niveau élémentaire qui permet déjà de s'assurer que les canaux de base, notamment le canal USSD, par exemple, ces canaux sont intégrés, que les transactions via ces canaux sont possibles, et que les cas d'usage, les transactions les plus classiques, notamment le transfert de personne à personne ou bien le transfert, le paiement marchand, sont possibles. Nous avons un niveau avancé où, en plus de ces éléments de base, on veut s'assurer qu'il y a une réelle interopérabilité et qu'elle est multisectorielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un ou deux acteurs qui sont intégrés, mais on a une diversité des acteurs, donc fintech, microfinance, banque, opérateurs, mobile money, etc. Et que la gouvernance qui est mise en œuvre est une gouvernance favorable aux populations défavorisées. C'est extrêmement important de s'en assurer. Et bien sûr, qu'il y a une réelle implication de la Banque centrale dans cette gouvernance. Nous avons également un niveau mature qui considère qu'en plus de tous ces critères que j'ai mentionnés, il faudrait développer beaucoup plus de cas d'usage. Il faut vraiment qu'il y ait une variété des différents cas d'usage, notamment les paiements gouvernementaux, etc. Et qu'on s'assure qu'un dispositif est mis en place pour protéger les consommateurs et favoriser les transactions à faible coût. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde aujourd'hui la catégorisation, notamment dans le dernier rapport que nous avons fait paraître sur l'état des systèmes de paiement en Afrique, on voit que le niveau mature aujourd'hui n'a pas encore de clients en fait. Nous avons des systèmes au niveau des différents autres niveaux. Et nous apprécions la progression aujourd'hui qui est en train d'être enregistrée, mais il y a encore pas mal de défis. Autant, j'ai parlé de l'usage, et particulièrement de l'usage au niveau des femmes, parce qu'on se rend compte, bien évidemment, qu'au niveau des segments, en tout cas au niveau des femmes de ce segment-là, on voit quand même qu'il y a un réel gap. Alors, pour parler rapidement des défis que nous avons enregistrés, je pense que certains défis ont été dans ta présentation, j'ai vu un certain nombre de ces défis, notamment les défis qui sont liés au niveau des barrières d'usage. On voit des transactions de plus en plus coûteuses, mais aussi inaccessibles à plusieurs usagers, toujours à cause justement de ces problématiques d'inclusivité. Et on voit que de plus en plus, les transferts aujourd'hui sont restés très informels. Alors, quand on regarde un peu les barrières, on va dire de nature opérationnelle, c'est plutôt des systèmes, notamment les standards de messagerie. Entre l'État, ce n'est pas forcément les mêmes systèmes de messagerie, et aussi les questions de gestion de liquidité qui peut être très coûteuse au niveau des différents États. Alors,
Je vais finir ici sur les barrières, on va dire, réglementaires. Et d'ailleurs, justement, c'est pourquoi nous avons voulu partager notre perspective sur l'harmonisation, justement, des cadres réglementaires. Parce que quand on regarde aujourd'hui au niveau réglementaire, on se rend simplement compte que les dispositifs d'octroi de licence ne sont pas les mêmes. Je pense que tu en avais parlé. Et aussi, on n'intègre pas forcément le même niveau de risque d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Et les processus de KYC, de connaissance des clients, d'évaluation même des activités des clients, tout ce qui est lié au due diligence, ce n'est pas les mêmes d'un pays, d'un marché à un autre. Et tout ce qui est exigence, notamment au contrôle au niveau de tout ce qui est lié au foreign exchange, à l'échange de devises, et même les questions liées pour certains cas, on voit des questions liées à la sauvegarde de données sur le cloud qui sont aussi de véritables problématiques. Alors, donc, nous, par rapport à ce sont les défis que nous avons identifiés et par rapport à ces défis, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées justement pour pouvoir, bien sûr, améliorer le niveau d'inclusivité des systèmes à travers différents mécanismes, comme j'en ai parlé, mais aussi travailler pour harmoniser les cadres réglementaires afin de lever les différents obstacles que j'ai mentionnés tout à l'heure. Merci Alors, beaucoup. je vais m'arrêter là. Je vais m'en arrêter là parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jamelino. Je sais que sur le sujet, il y a tellement à dire, il y a tellement de défis, mais ça représente aussi une opportunité pour la région pour pouvoir améliorer ces flux et pouvoir avoir une meilleure visibilité, en tout cas avoir un meilleur impact de ces flux dans nos économies. Et donc, on a avec nous le secteur privé. Donc, je vais commencer avec Madame Karine de TerraPay. Et je veux vous poser ces deux questions directement. C'est-à-dire, vous êtes dans le secteur des services de transfert de fonds dans la région de la CEAC et même parmi ses États membres. Donc, quelles sont, je veux demander, les opportunités notables, mais aussi les défis que vous avez rencontrés quand vous étiez en train de capitaliser sur les opportunités que vous avez pu saisir. Donc, vous avez partagé-nous les opportunités qu'il y a sur le marché, ce que vous avez déjà exploité, mais aussi les défis que vous avez rencontrés. On a parlé des défis au niveau de cadre réglementaire, mais avoir une perspective pratique de ce que vous avez pu expérimenter porterait une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur le marché. Merci beaucoup, Madame Angèle. Merci pour cette opportunité. En fait, en tant que thérapie, parce que bon, là, on va parler de thérapie secteur privé, nous sommes aussi représentés en Afrique centrale. Normalement, Thérapie dispose d'une infrastructure normalement digitale qui aide à connecter les partenaires internationaux et les partenaires de la CEAC. Je dirais que les opportunités que nous avons déjà capturées aujourd'hui, c'est les opportunités en termes de connexion pour les transferts internationaux avec les opérateurs mobiles, de téléphones mobiles, les opérateurs MNOs et puis les opérateurs bancaires aussi, où nous sommes en train de connecter jusqu'à aujourd'hui. Nous avons déjà acquis au moins la grande partie des opérateurs téléphones mobiles qui sont normalement représentés à 97% des transferts de fonds dans toute l'Afrique centrale. Nous espérons avoir, je dirais, le même niveau avec les opérateurs bancaires cette année. Les grands défis peut-être que nous rencontrons, c'est beaucoup plus dans l'utilisation du digital parce que, bon, je dirais, les clients qui reçoivent de l'argent, qui ne sont pas encore habilités à recevoir de l'argent, mais qui préfèrent encore utiliser les moyens traditionnels, aller à la banque et prendre de l'argent à la banque, prendre du cash. Nous espérons regarder beaucoup plus sur la communication et voir comment communiquer beaucoup plus le nouveau moyen digital et pour qu'ils puissent l'utiliser encore plus avec les banques et aussi avec les opérateurs mobiles présents, je dirais MTN, Airtel, Orange, qui sont beaucoup actifs, plus Move aussi. Nous espérons aussi capturer des opportunités
en termes d'envoi de fonds sortants de la région. Je pense qu'il y a M. Amadou Cissé qui a donné un point sur les 6 pays de la région de la CEAC qui peuvent faire des transferts d'argent entre eux, mais qui n'arrivent pas à faire des transferts d'argent avec d'autres pays comme le Burundi, l'Angola, le Rwanda. Nous espérons maintenant capturer cette opportunité aussi pour pouvoir connecter les 6 pays de la région CEMAC avec les autres pays, le Burundi, l'Angola, le Rwanda, le Congo RDC aussi, pour qu'il puisse y avoir des échanges d'argent entre la CEAC et d'autres régions aussi. Nous espérons aussi que ça va aller encore plus dans les pays subsahariens et dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est aussi, et aussi l'Afrique du Sud aussi. Donc, ce sont des opportunités où on est en train de travailler dessus aujourd'hui pour voir comment connecter des partenaires sur ce genre de service, mais aussi capitaliser pour voir si, pas seulement d'un client à un client, mais voir aussi comment rajouter des business qui peuvent faire des paiements, des gros paiements à travers l'interopérabilité que nous offrons aux partenaires en Afrique CEAC et aussi dans d'autres régions et aussi à l'international aussi. Donc, en général, c'est ça. Les grands défis, c'est l'utilisation d'abord, le KYC qui a été bien défini aussi par les autres, qui est différent d'un pays à un autre, que nous essayons aussi d'harmoniser avec nos partenaires, mais aussi les coûts de transfert que je dirais un peu on essaie d'avoir des coûts abordables par rapport à la région aussi, pour que les gens puissent recevoir l'argent et utiliser en famille, quoi. Donc voilà, en général, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Karine. Je veux passer la même question à Monsieur Obed. Nous savons que Ecobank a une grande couverture en Afrique en général et surtout avec son service digital de transfert de fonds, rapide transfert. Et donc, on aimerait savoir en fait quels sont les défis que vous avez pu rencontrer jusque-là dans l'implémentation de ce produit, particulièrement au niveau de la CEAC où on peut voir qu'il y a 2 types de régulations entre les 6 pays et les autres 5 pays qui sont de politique de change assez ouverte. Donc, si vous pouvez nous partager les défis que vous avez pu rencontrer. Merci. On ne vous entend pas, si vous pouvez activer votre micro. Merci. J'active mon micro. Bon après-midi. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, on vous entend. Merci. Je veux commencer à parler de Ecobank. Nous avons notre présence dans 33 pays d'Afrique. Nous sommes une grande banque avec l'accès. Donc, le transfert d'argent, les pays où nous sommes présents, pour nous, c'est un peu facile, mais le défi que nous rencontrons, c'est l'adoption de produits digitaux dans la région. Et parce que souvent, nous sommes habitués à la banque normale, les gens de venir à la banque, déposer l'argent facilement et faire le transfert. Mais ce que nous avons fait adopter notre plateforme qui s'appelle OmniPlus, dont on a mis tout le mode de paiement, ce qu'on appelle le transfert, mais ça fait sur les individus aussi sur les sociétés. Donc, avec un coût un peu moyen, parce que si vous faites, par exemple, si je prends un exemple, si vous voulez transférer l'argent de Kigali, peut-être au Cameroun, si vous faites le voie normal, la taxe, ça va prendre 1% du montant que vous allez envoyer, plus le 15 $ pour le SWIFT, ce qui peut peut-être aller jusqu'à 200 ou 230 $. Alors que si vous utilisez notre produit de rapide transfert, là, vous allez seulement payer 25 $. Donc, sur le coût, on essaie un peu de diminuer le coût. Et aussi,
le transfert ne se fait pas dans l'argent étranger. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter les dollars pour faire votre transfert. Je peux transférer l'argent en francs rwandais et puis tu reçois dans le CFA ou dans la monnaie de votre pays. Ce qui facilite les gens de recevoir l'argent et c'est instantané. Si vous avez tout complété, c'est instantané. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, le défi que nous rencontrons sont donc l'adoption des gens, de comprendre pourquoi il faut utiliser les produits digitaux comme OmniPlus. Deux, c'est aussi les barrières réglementaires, comme l'a dit M. Jamelino. Parce que là, donc, les règlements qui sont régis au Rwanda ne sont pas même les règlements qui sont même en RDC ou peut-être au Burundi ou peut-être au Cameroun. Donc parfois, on change toujours. Il faut toujours changer les règlements. Donc, adopter les règlements que vous rencontrez là. Mais quelquefois, s'ils sont même difficiles contre votre produit, mais on essaie un peu de vivre nos clients. Probablement, c'est une autre chose qu'on a vu. Ce sont les gens, donc les pays qui adoptent la monnaie étrangère. Donc, nous avons un pays qu'on ne peut pas faire transfert dans la monnaie locale, qu'on exige les gens à faire le transfert dans la monnaie étrangère, notamment le dollar. Alors, comme le pays comme le Rwanda, tu peux transférer le franc rwandais au Burundi, tu peux faire le Burundi. Mais le pays, si tu prends l'exemple de la RDC, c'est pas facile de transférer l'argent en RDC en utilisant le franc congolais. Ils toujours demandent que tu utilises le dollar. Alors, si tu mets le coût d'échange des dollars, de dollars contre le franc rwandais ou le franc burundi, ça va aussi élever le tarif des gens qui font des transferts. C'est ça, donc, le grand défi qu'on rencontre dans la région. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Obed. Je vois qu'on rentre dans le défi de la conformité aux réglementations qui existent dans divers pays et aussi la réglementation d'échange, à quel niveau ça affecte le coût, qu'on a dit où les ODD requièrent à ce que ça arrive à 3%. Mais quand on écoute le coût de la conformité, déjà par l'intervention de Madame Karine et de M. Obed, on se rend compte que ce coût-là affecte énormément les prix de la transaction. Donc, je veux peut-être revenir à Monsieur Cissé et vous demander par rapport à votre expérience jusque-là et vous demander votre avis dans le cadre de l'harmonisation régionale des lois et règlements pour l'intégration économique. Quels sont les aspects qui ne sont pas encore pris en compte par les parties prenantes existantes, y compris bien sûr les organisations multilatérales, les communautés économiques et les États membres et les acteurs du secteur privé, et donc ces actions qui pourraient limiter la réalisation de cet agenda. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait, qui pourrait être fait? Merci beaucoup, Madame Angèle, encore une fois. Je crois que par rapport au projet d'intégration économique, sur le papier, en tout cas, sur la préparation de ces projets, je crois que tous les aspects sont pris en compte. Je ne dirais pas que ceux qui sont à la base de ces textes ou bien de ces projets ont manqué de vision. Au contraire, la vision, elle est là. Le problème, c'est la mise en œuvre de ce qui est dans ces textes. C'est là où on a des difficultés. Quand il s'agit, par exemple, vous savez très bien que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une intégration réussie si derrière, vous ne laissez pas la possibilité et aux gens, et aux services, et aux biens de circuler librement et aux capitaux de circuler librement. Mais pour que cela fasse, il faut des décisions individuelles au niveau des États membres. Donc, je crois qu'au niveau communautaire, que ce soit au niveau de la région ou bien au niveau du continent, les environnements ou bien les cadres sont bien définis et bien connus. Il y a maintenant des discussions, ça prendra du temps, ça prendra le temps que ça doit prendre pour que ça soit
très effectif quand l'intégration aura lieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut y aller pas à pas. Y aller pas à pas, c'est l'intégration des systèmes de paiement. Il est important que l'Afrique trouve un moyen aujourd'hui, trouve un accord aujourd'hui sur le type de monnaie que nous devons utiliser dans nos échanges internes. Ça, c'est un point. Même s'il faut mettre des limites ou bien être très imaginatif par rapport à ce type de modèle, c'est possible. Et il y a des opérateurs sur le marché aujourd'hui qui proposent des solutions, qui aident les États membres. Je ne veux pas les citer, mais je peux quand même noter par exemple Afreximbank, ce qu'ils font. Alors, ce sont des projets qui aident au développement en fait de l'intégration. Une fois que vous avez ces infrastructures, qui sont intégrés. Maintenant, il s'agit tout simplement de trouver un peu des modèles, des modèles de coopération d'abord et ensuite d'intégration par la suite. Il faut que les États membres acceptent de prendre certaines décisions et de les tester sur le terrain. On ne peut pas aujourd'hui continuer de se dire que, en théorie, si je fais ceci et cela, voilà les impacts que ça aura sur mes réserves et voilà les impacts que ça aura sur mes capacités d'importer les produits dont j'ai besoin. Diversifions nos économies, produisons ce dont nous avons besoin, surtout ce que nous mangeons. Essayons de pousser l'intégration par l'intégration des paiements, des systèmes de paiement d'abord, et ensuite on continue. Je crois qu'il faudra être opérationnel. Mon intervention, enfin mon point de vue, c'est à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Monsieur Cissé. Monsieur Adou, j'aimerais avoir votre opinion, en tout cas, étant donné que la région bénéficie grandement des compétences d'organisations telles que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission africaine des statistiques, Statistique Sweden, qui jouent tous un rôle essentiel dans le renforcement de capacités régionales. De votre point de vue, comment envisagez-vous la collaboration entre les parties prenantes et quel rôle prévoyez-vous pour la Commission des statistiques dans la coordination entre ces entités afin d'améliorer les statistiques des envois de fonds dans la région? Votre micro n'est pas activé. Oui, c'est bon maintenant. Ouais. Merci Angèle par rapport à cette question d'ordre qui est vraiment très importante dans le cadre de la collaboration entre nos instituts, nos instituts de statistiques existants. Vous savez que c'est partant de ça qu'il faut reconnaître que nous pouvons arriver à un résultat si tous nos efforts sont conjugués ensemble, y compris avec vous, avec lesquels depuis plus d'une année ou plus de 2 ans on travaille ensemble. Deuxièmement, les transferts ont une fonction décroissante du degré de qualification au niveau en termes de statistiques. Et il y a aussi que le résultat corrobore largement dans l'hypothèse selon laquelle les transferts de fonds contribuent positivement à la croissance. Si c'est le cas, les instituts nationaux de statistiques des pays d'abord, et avec les institutions internationales telles que le nôtre, l'Institut national de rémittance de l'Union africaine qui a fait un effort avec ces 2 organisations. Et on a mis aussi, comme vous le savez, l'Observatoire africain de la migration qui est au Maroc, qui entend travailler. Il y a 2 autres qui viendront, l'un sera au Soudan et l'autre qui va être au niveau du Niger. Donc, en grosso modo, les transferts des fonds ont un impact économique et social important en Afrique. Donc, cependant, il y a peu de données spécifiques, comme je vous l'ai dit, de contribution de ces fonds. Donc, vous vous rappelez aussi que la Banque africaine de développement a créé le fonds et les autres sources de financement du développement au continent africain. Donc, ce fonds soutient des projets dans le domaine, je ne sais pas, je suis coupé. C'est bon. Allô? Voilà, c'est bon, voilà, d'accord. Donc, ces fonds soutiennent des projets dans le domaine de l'amélioration de croissance, et la réforme des cadres réglementaires, le développement de nouveaux produits financiers et la promotion de l'investissement. Donc, la BAD a fait un effort croissant en créant ces fonds migration et développement dans lequel nous sommes en train de collaborer aussi avec le département des statistiques de la banque, avec M. Kwako, dont on travaille très bien. Donc, ce qu'il faut reconnaître en plus, pour finir, c'est-à-dire que
au niveau de l'envoi de fonds, c'est-à-dire que suivre l'argent à la trace que les travailleurs immigrés envoient chez eux est une grande partie destinée à la consommation des ménages, dans lequel ces consommations des ménages sont intégrées dans notre balance de paiement, sont intégrées aussi dans le produit national brut. Donc, ce qui fait dire qu'aucune statistique ne peut la sauter. Donc, en Afrique subsaharienne, par exemple, et les principaux pays bénéficiaires sont, par exemple, qui ont à peu près de 60% dans certaines économies de plus petite taille. Les fonds envoyés par les citoyens travaillant à l'étranger représentent une part importante du niveau national. Donc, nous avons vu, c'est ça qu'avec la division du travail entre l'Union africaine et la communauté économique régionale, nous allons conjuguer nos efforts ensemble avec tous les départements et statistiques qui sont logés dans ces comités régionales et en collaboration avec des institutions telles que les vôtres qui travaillent sur la politique d'harmonisation et notre institut de rémittance, nous pouvons qu'avec nos partenaires tels que Statistique Sweden et Norway, nous allons arriver vraiment à avoir un résultat impactant qui nous permettra de tracer ces fonds. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À cause du temps, je vais poser une question à Madame Karine avant d'aller vers la fin et de passer la parole à son Excellence. Donc, Madame Karine, pour TerraPay, vous avez une infrastructure de paiement. Donc, d'après votre expérience avec les autres acteurs au niveau des systèmes de paiement, comment TerraPay est-il perçu? Est-ce que diriez-vous qu'on vous considère comme un concurrent? On vous considère comme un collaborateur en ce qui concerne l'harmonisation des paiements transfrontaliers dans la région? Merci pour la question. Au fait, les acteurs nous considèrent comme un collaborateur international qui est là pour faciliter l'interopérabilité entre les entreprises de transfert d'argent comme Western Union, MoneyGram, WorldRemit, je cite quelques-uns, et les acteurs dans l'Afrique, dans la CEAC, comme MTN, Airtel, Orange, Move, et les banques comme Ecobank, vous avez cité, Access Bank, UBA aussi. Donc, au fait, nous sommes là pour faciliter cet échange, pour faciliter cette interopérabilité pour que les transferts peuvent se faire par moyen numérique. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, ça montre déjà le niveau de collaboration. Je pense qu'on vient de le mentionner déjà 3 fois. Monsieur Adoum et Monsieur Cissé l'ont mentionné dans la façon dont il faut implémenter. Et au niveau des infrastructures, on entend bien qu'il y a déjà cette perspective-là. Monsieur Giamelino, comme une institution technique clé dans la sensibilisation des paiements instantanés inclusifs en Afrique, quelles initiatives régionales de la CEAC devrait-elle envisager compte tenu des différents niveaux de maturité des divers systèmes de paiement en place au niveau régional? Vous avez mentionné les divers niveaux de maturité. Et donc, quelles sont les initiatives régionales que vous suggérez à la CEAC? Je crois que la première chose déjà, c'est de reconnaître qu'il faut harmoniser. Donc, c'est le point de départ. Ensuite, il faudra, bien sûr, au niveau de l'amélioration de l'inclusivité des systèmes de paiement, il y a des acteurs, notamment Africananda, qui mettent déjà certains projets en œuvre. Africananda travaille aujourd'hui, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique australe, mais aussi en Afrique de l'Ouest, y compris en Afrique centrale, sur des projets avec les différentes banques centrales, mais aussi les opérateurs pour voir comment on peut renforcer l'inclusivité des systèmes de paiement, leur alignement avec les normes, notamment ce que nous appelons les Level 1 Principles. Mais au-delà de ça, nous avons récemment suggéré la mise en œuvre d'une feuille de route qui va être une feuille de route en 3 phases. Et je voudrais partager cela très rapidement. Alors, cette feuille de route qui va se dérouler donc en 3 phases, et je précise que ces phases sont itératives, mais aussi se chevauchent. Donc, ce n'est pas comme s'il faut finir la première phase complètement avant d'entamer la deuxième phase. Alors, nous avons suggéré qu'il y ait une première phase qui pourrait prendre
autour d'un an, mais on sait que ça prend du temps parfois pour faire bouger les nids, donc avec possibilité d'extension sur 3 ans, où on pourrait formuler vraiment des politiques claires, autant au niveau national qu'au niveau régional, pour pouvoir, au niveau de ces politiques, il faudra définir clairement les objectifs et les différents principes communs sur lesquels il faudra que tous les acteurs soient en phase. Et puis, au niveau de la deuxième phase, maintenant, on pourra travailler avec les acteurs pour aligner les cadres réglementaires avec les politiques nationales. Et ça, c'est extrêmement important parce que si cette feuille de route n'intègre pas les politiques nationales existantes, il n'y a pas beaucoup de possibilités qu'elle prospère. Donc, il faudra adapter les objectifs régionaux à l'environnement politique, mais aussi aux cadres législatifs nationaux existants. Et puis, ensuite, envisager une troisième phase où il faudra intégrer les politiques, toutes ces politiques-là dans les accords commerciaux. Parce que si ce n'est pas intégré dans les accords commerciaux, il y aura toujours un problème dans la mise en œuvre. Vous voyez, les obstacles dont j'ai parlé tantôt, certains obstacles sont notamment liés aux accords commerciaux qui sont existants. Donc, il faudra voir la possibilité, en fait, de pouvoir créer un ancrage dans les accords commerciaux. Alors, cela devrait normalement passer par la réforme des accords régionaux en lien. En tout cas, tous les accords régionaux qui sont en lien avec les paiements doivent pouvoir être réformés dans ce sens. Donc, voilà un peu quelques idées que je voudrais partager très rapidement à cet effet. Merci. Merci. Nous allons peut-être passer à des questions venant de nos participants. D'autres, nous pourrons les répondre plus tard. Donc, je pense que cette question, M. Adoum peut brièvement l'adresser. Et le reste des questions, on va les aborder en différé et le partager avec les participants. Donc, la personne qui a posé la question dit est-il vraiment nécessaire de prioriser le côté financier ou plutôt les politiques de rétention? Je pense que M. Cissé aussi peut y toucher, ou plutôt les politiques de rétention de ressources humaines. Donc, je pense, M. Adoum, vous avez parlé de la main-d'œuvre qui sort et ce que ça a comme impact au niveau de l'Afrique. Et donc, cette question, si vous pouvez y apporter un éclaircissement sur ce qui est en train d'être fait. Merci Angèle. Vous savez qu'il faut reconnaître que les imperfections du marché peuvent réduire les avantages de la mobilité de travail. Donc, nous parlons ici de la mobilité de travail. Donc, si les gens peuvent travailler et donner leur talent ailleurs, et par rapport à ça, ils gagnent quelque chose qui peut leur permettre vraiment d'avoir une vie aisée, nous ne pouvons pas parler d'une politique de rétention. Nous faisons, c'est parce que certains pays font de l'immigration choisie, tel qu'au niveau du Canada, qui font déjà, et d'autres pays nordiques aujourd'hui, tels que la Suède aussi. Donc, ces Africains qui partent avec un cerveau bien plein, qui sont là à faire un trou au niveau du continent. Donc, la main-d'œuvre intellectuelle, qu'on appelle la capitale intellectuelle, est en train aussi de migrer. Pourquoi? C'est parce que c'est pour atteindre une vie meilleure. Donc, les migrations internationales peuvent conduire au développement des régions entières avec une perte manifeste de bien-être pour les facteurs fixes. Donc, tout aussi crucial, l'exode de la main-d'œuvre pourrait également priver les régions d'immigrer de leurs membres les plus qualifiés et les plus dynamiques. Donc, cette fuite de cerveau est l'objet d'une grande inquiétude dans les pays d'origine, d'autant plus qu'actuellement, les régions d'accueil semblent tout mettre en œuvre pour encourager l'immigration qualifiée. Donc, l'impact est là. Aujourd'hui, pour un sans-papier africain qui travaille à Dallas, le transfert qui veut envoyer son argent, ceci passe par des réseaux informels d'amis pour envoyer de l'argent dans leur pays. Donc, ils envoient, par exemple, des fonds et ils préfèrent les transferts informels en raison des taux de change plus élevés du marché parallèle, lesquels négocient un accord de taux jusqu'à 2 fois plus supérieur. Donc, la principale raison qu'il y ait un écart important entre les taux de vente et les devises étrangères, ça montre qu'aujourd'hui, nous avons besoin des instituts tels que les vôtres pour essayer d'harmoniser cette politique-là et de travailler avec ces politiques, d'identifier ces politiques dans lesquelles les pays africains vont partir beaucoup. Donc, la principale raison est c'est partant de ça qu'il faut reconnaître
que nous avons besoin de votre fonds, de votre effort, parce que les envois de fonds correspondent à la part de revenus gagnés par l'étranger. Et faire une politique de rétention aussi ne va pas aider l'Afrique. Nous savons qu'aujourd'hui, le plus grand problème au niveau des continents, c'est l'emploi et la main-d'œuvre. Donc, les gens migrent, c'est à cause de ça. Donc, de l'autre côté, il y a aussi le bien-être et les gens ont besoin de cette main-d'œuvre-là pour essayer aussi de combler un trou. Donc, nous faisons deux poids, deux mesures et une politique aussi de vouloir exporter notre savoir-faire africain, notre force du travail et aussi gagner quelque chose pour aussi développer nos pays. Donc, si nos États mettent dans le pays une politique vraiment satisfaisante, je crois que nous allons faire une politique de rétention au niveau pays. Comme aujourd'hui, on voit la plupart de jeunes cadres peuvent rentrer au pays pour faire quelque chose d'impactant dans leur pays. Merci. Merci beaucoup. Je veux peut-être demander si M. Cissé veut intervenir sur ce point, mais aussi donner son mot de la fin, et ce sera le cas pour tout le monde. Et le mot de la fin, ce serait c'est quoi vos attentes, ou en tout cas vos espoirs, en une phrase, vos attentes et vos espoirs en ce qui concerne l'intégration régionale et ce que vous aimeriez en tout cas voir dans le futur. Monsieur. Merci beaucoup, Madame Angèle. Par rapport à la question précédente sur véritablement quels sont les choix que nos États devraient faire, je crois que c'est la priorité, en fait, l'objectif de tout gouvernement aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que la migration ne soit pas une option unique, mais que ça soit, par exemple, une option dans un ensemble de choix multiples. C'est-à-dire que la personne qui choisit de migrer pour ses propres, pour ses propres raisons, mais non pas comme option à dernier ressort, comme on dirait. D'accord? Et cela passe par, en fait, la mise en place par l'exploitation de nos ressources d'abord, ajouter de la valeur dans nos chaînes de production, diversifier nos économies, offrir de l'emploi. Et quand on dit offrir de l'emploi, c'est avoir de l'emploi qualifié, de la main-d'œuvre qualifiée. Offrir en fait des opportunités à ceux qui veulent rester en Afrique, de rester en Afrique et de travailler dignement. Mais aussi, il faut le reconnaître, la migration se passe dans les deux sens. Il y a des gens qui aujourd'hui quittent l'Afrique pour aller en Europe, il y a d'autres qui rentrent de l'Europe pour revenir en Afrique. C'est dans les deux sens. Et chacun doit trouver son truc. Chacun doit faire ses choix personnels. Mais ce qui revient à l'Afrique et aux États africains en général, c'est vraiment de permettre de mettre en place cet environnement qui permet de tirer profit de nos potentiels, de nos richesses potentielles qui sont très, très, très énormes en Afrique. Maintenant, mais mon mot de la fin, généralement, quand je participe à de tels débats sur les envois de fonds, je note avec véritablement beaucoup de regret parfois que l'on met l'accent davantage sur les aspects purement macroéconomiques, sur les aspects infrastructures, sur les aspects développement d'industrie, etc. Mais au fond, les envois de fonds, pour moi, ce ne sont pas que des chiffres, c'est des personnes qui sont derrière. Ce sont des personnes qui sont derrière aussi bien à l'envoi qu'à la réception. Et que je pense que le débat sur les envois de fonds doit aussi tenir compte de cet aspect social. Comment faire de telle sorte qu'aujourd'hui, les personnes qui bénéficient de ces envois de fonds, dans un futur très proche, n'aient plus besoin de bénéficier de ces envois de fonds. Comment faire aujourd'hui que ces personnes bénéficient de toutes les politiques qui sont mises en œuvre pour aider les gens à se sortir de leur pauvreté. Et qu'il faut que nous sachions aujourd'hui que si l'Afrique se glorifie en fait de ces montants extrêmement importants, dans d'autres régions du monde, ce n'est pas le cas. Et que donc nous devons faire de telle sorte que très prochainement, que l'Afrique dise que nous avons créé autant d'emplois, nous avons créé autant d'infrastructures, autant d'industries, etc. Et que finalement, nos populations n'ont plus besoin de reposer exclusivement sur ces envois de fonds. Ils existeront, ces envois de fonds, mais ça doit venir juste en supplément et non pas comme la principale source des revenus de nos ménages. C'est en fait cela que mon message, que l'on axe beaucoup plus
que l'on mette de l'accent aussi aux politiques qui permettent à ceux qui bénéficient de ces envois de fonds de les fructifier et de sortir de cet engrenage envoi de fonds, pauvreté, migration. Je vous remercie. Merci, merci, Monsieur Cissé. Monsieur Jamelino, un mot pour la fin. Une phrase, s'il vous plaît. Non, je crois que les défis sont là, les solutions également en termes d'harmonisation. C'est l'accès au marché, un plus grand, une conformité au niveau des politiques d'accès au marché, c'est plus de flexibilité, de cohérence dans la mise en œuvre des procédures au niveau de chaque État, mais c'est aussi s'assurer qu'il y ait un minimum de standards au niveau des opérations de prestataires de paiement. Donc, je pense que il faudra travailler dans ce sens. Et voilà, merci encore pour l'invitation. Merci, Monsieur Jamelino. Ça fait 5 phrases quand même, mais c'est bon. Ça résume un peu. Madame Karine, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Merci Angèle. Nous, en tant qu'acteurs, nous sommes là pour faciliter ces échanges, pour faciliter l'interprétabilité. Donc, nous sommes prêts à accueillir tout partenaire qui est prêt à connecter sur les moyens numériques, digitaux, que ce soit les banques, que ce soit les opérateurs mobiles. Donc, nous sommes prêts, nous sommes disponibles et disposés à être acteurs aussi dans cette démarche d'harmonisation. Merci beaucoup, Madame Karine. Monsieur Obed, un mot pour la fin? Vos espoirs, vos attentes, en 2 phrases, s'il vous plaît. Oh, merci. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est de prendre, d'aider les gens à s'habiliter dans le mieux qu'ils veulent vivre, en offrant de bons services financiers et ainsi de suite. Et puis que tout le monde en Afrique utilise, donc on utilise nos monnaies locales pour éviter aussi les trucs là qui sont liés avec les échanges de monnaies internationales, les dollars ou les euros, mais aussi aider aussi donc, dans le cadre de développement du commerce en Afrique. C'est ça notre objectif comme Ecobank et c'est ça notre objectif comme tous Africains. Je crois que c'est ça vraiment. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Adoum, un dernier mot, un court dernier mot pour la fin. Bon, j'encourage la collaboration entre nous, les acteurs africains, et que je demande aujourd'hui le commissaire qui est là. Nous sommes tous ici à vouloir faire quelque chose de positif. Et que ce que nous sommes en train de faire ne doit pas être quelque chose de takeaway qui est jeté quelque part. Donc, nous voulons aujourd'hui, la présence du commissaire nous montre aujourd'hui la volonté manifeste de la CAC d'aller à l'avant et de coopérer et de travailler en collaboration avec des organisations telles que la Commission de l'Union africaine, l'Institut de l'Union africaine pour le transfert des fonds et l'Institut des statistiques, dont nous mettrons notre savoir-faire et notre aussi collaboration à la disposition de la CAC. Et nous remercions vraiment le commissaire pour sa disponibilité et aussi l'INDCF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour conclure, les mots de la fin à Monsieur Odunga. S'il vous plaît, votre mot de la fin. Oui. Allô? Oui, votre mot de la Voilà. fin, s'il vous plaît. Oui, Très d'accord. court. Merci beaucoup. Ouais. Oui, très court, d'accord. Merci beaucoup, Madame Angèle, et de l'intérêt que nous portons à cette question migratoire. On voit bien que les États sont impliqués et pour favoriser davantage l'amélioration de la condition de vie des personnes vulnérables, qui sont parfois les migrants, et ainsi de suite. Donc, on doit pouvoir jeter un regard. Alors, pour être simple, il faut simplement, moi, j'ai essayé de me résumer, c'est-à-dire, il faudrait que qu'il y ait des politiques assez cohérentes, des politiques publiques cohérentes au niveau donc des États pour susciter l'intérêt. Et ensuite, que l'on mette en place justement ces politiques adossées, par exemple, avec des réseaux de diaspora bien définis pour permettre justement de capitaliser. Et le troisième élément, ce serait justement amplifier
ce qu'on peut appeler le marketing social, vous voyez, la communication. Parce qu'on a comme l'impression que, bon, après, il faut attendre que le migrant se constitue. Et bien, quand le migrant grandit, peut être entrepreneur, il peut être médecin, il peut être touriste. Mais après, si on ne sait pas lui parler, ben, il ne saura pas justement rendre disponibles ses fonds. Voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément, le distingué panéliste. C'était très enrichissant. Nous allons arrêter pour aujourd'hui, mais nous ne manquerons pas, bien sûr, de répondre aux questions qui n'ont pas été adressées durant cette session. Et donc, sans plus tarder, je veux inviter Son Excellence Monsieur Kanimba François, le commissaire au marché commun des affaires économiques, monétaires et financières de la commission de la CEAC pour le mot de la fin. Excellence. Merci beaucoup, Angèle. Je voudrais d'abord commencer en vous adressant mes félicitations à toute l'équipe de UNSDF qui a pu nous organiser un événement magnifique comme celui-ci. Et quand je regarde la diversité, le profil, la qualité des gens qui ont été sélectionnés pour participer à cette réunion, je trouve là-dedans un véritable capital sur lequel j'espère vraiment construire là-dessus pour le développement de l'avenir dont nous allons certainement partager brièvement dans ma conclusion. Dans votre introduction, vous avez mentionné, je pense, un aspect très important qui revient toujours dans les discussions internationales, c'est le rôle des transferts de la diaspora comme élément important qui contribue au financement du développement pour les pays en développement. Quand vous dites que dans certains pays où cet instrument a pu être déployé efficacement, on est à un point où l'aide publique, où les transferts de la diaspora dépassent de loin l'aide publique au développement qui est mobilisée à travers tous les canaux dans certains pays. Il me semble que ça, c'est un message très, très fort. Et sur base de ce que j'ai écouté aussi, je n'ai aucun doute qu'il y a beaucoup à faire au niveau de notre région pour l'optimisation de la contribution, de la capacité de mobilisation des ressources de notre diaspora pour contribuer au financement du développement dans notre région. Ça, c'est mon premier constat. Dans l'analyse diagnostique et des défis que vous avez cités, je ne vais pas les répéter, ils sont très nombreux, mais ils étaient très clairs. J'ai noté plus particulièrement 2 ou 3. Le premier, c'est le non-adaptation de nos systèmes de paiement, que ce soit au niveau national, encore moins au niveau de la coopération régionale, pour faciliter la mobilisation optimale de cette ressource qui est nécessaire à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'aide sociale, au niveau de la contribution, contribution au financement des projets de développement, etc. Ça, permettez-moi de reconnaître que peut-être quelque chose qu'il convient de relever ici. En fait, la consommation de nos systèmes de paiement au niveau national et même au niveau régional où on a pu mettre en place les systèmes de paiement régionaux, j'ai comme le sentiment que la problématique et l'objectif d'intégrer la facilitation pour les transferts
de la diaspora n'a pas encore été perçu comme un objectif politique qu'il fallait intégrer depuis le départ. Mais maintenant, je dirais que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un réveil. C'est un réveil et qu'il faut absolument tenir en compte dans ce que nous faisons à partir de maintenant et pour l'avenir. Je dois vous dire, ce projet, qui du reste, nous sommes tous d'accord, est un projet important, très important, mais qui semble, sur le plan de la coopération régionale, nous interpérer. Il est un peu en avance par rapport à ce que nous faisons au niveau de l'organe de coopération régionale qui est la CEAC. Mais il s'inscrit à 100% dans nos missions et même dans nos objectifs de développement à moyen et à long terme. Comme vous l'avez mentionné, Angèle, la mobilisation de l'épargne de la diaspora pour optimiser sa contribution au financement du développement de la région, ça figure très, très clairement dans le plan stratégique indicatif à moyen terme que nous avons développé au niveau de la commission de notre prise de fonction au mois de septembre 2022. Mais vous savez, le processus d'intégration régionale, il a des étapes. Et jusque là, pendant les 3 dernières années que la commission a commencé à travailler, nous sommes en train de nous débattre vraiment pour rendre la zone de libre-échange au niveau de la région opérationnelle. Mais nous connaissons très bien que dans notre mandat, avant les 5 prochaines affaires, avant les 5 ans de notre mandat, le parachèvement d'opérationnaliser un marché commun au niveau de la région est crucial. Est crucial. Et je ne vous cache pas, ça c'est certainement une information que je dois porter à votre connaissance. Dans mon agenda pour l'année 2024, la mise en place du marché commun de la CEAC, au moins sur le plan réglementaire, ça figure parmi nos objectifs. Quand on parle de marché commun, tout ce que vous avez cité en termes de libre circulation des personnes, des capitaux et des services est crucial. Et ça fait partie des problèmes importants qui doivent être adressés sur le plan de la politique, non seulement au niveau national, mais au niveau de la coopération régionale, pour faciliter la mise en place d'un projet comme celui-là. Et ça, je vous le promets, mais nous allons travailler ensemble pour que cela puisse être effectivement matérialisé. Il y a beaucoup de travail à faire, il ne faut pas se le cacher. Mais je dois aussi quand même souligner quelques aspects majeurs qui ont été reflétés dans vos commentaires, qui me semblent d'une urgence extrêmement importante. Le problème d'inclusivité de nos systèmes financiers, pour pouvoir faciliter effectivement le passage ou l'inclusion ou le développement des transferts de moins en moins qui utilisent les systèmes informels pour utiliser les systèmes formels, ça c'est très fondamental. Et croyez-moi, quand je regarde le taux actuel d'inclusivité au niveau de la plupart des pays de la région, c'est encore un grand défi, mais je pense que dans un laps de temps, on peut faire des progrès miraculeux. Quand je regarde, par exemple, ce que nous avons fait au Rwanda pour accroître l'inclusion financière, qui était de l'ordre seulement de quelques 14% il y a 5 ans, aujourd'hui, il est à plus de 80%.
Pourquoi? Pourquoi? Je pense qu'il y a eu deux programmes majeurs sur lesquels je pense toute la région doit s'impliquer. Tout d'abord, l'intégration des systèmes de microfinance dans le système de paiement intégré au niveau national et international et la facilitation de l'accès de tout le monde à un système financier qui soit intégré au niveau du système de paiement national. Et cela ne peut marcher que si la digitalisation économique accompagne le processus. Malheureusement, quand vous regardez le niveau de digitalisation au niveau de la région, c'est très divers. Il y a des pays qui ont encore beaucoup à faire pour accélérer le niveau de digitalisation économique afin que tout ce que nous disons ici puisse devenir une réalité. Et là, ce programme de digitalisation serait des dimensions importantes d'un programme d'appui à l'amélioration de l'environnement des affaires qui fait partie de notre priorité, ou un programme régional d'amélioration de l'environnement des affaires sera soumis à la prochaine réunion des chefs d'État au mois de février pour adoption. La digitalisation économique est un passage obligatoire, non seulement pour que ce que nous sommes en train de dire devienne réalité, mais aussi c'est très important pour améliorer l'environnement des affaires d'une manière générale, pas seulement les transferts. Deuxièmement, tout en sachant que nous sommes encore très loin de mettre en place l'union monétaire au niveau des 11 États membres de la CEEAC, nous devons commencer avec la mise en place du marché commun, un programme de réforme et d'harmonisation des systèmes de paiement au niveau de la région. L'harmonisation et la modernisation des systèmes de paiement n'a pas besoin d'attendre la mise en place d'une monnaie unique. Et ça, je pense que ça figure aussi parmi nos priorités pour l'année qui vient. Et je compte beaucoup sur vous parce que je crois que les différents éléments que vous avez mis en place pour montrer au gouvernement, quand on pense à moderniser et mettre à jour le système de paiement national, qui pourrait contribuer à optimiser la facilitation des transferts de la diaspora pour contribuer au développement national. Parfois, il y a des choses qu'on oublie qui sont très, très importantes et je crois que vos contributions respectives vont certainement aider à concevoir des systèmes de paiement nationaux et régionaux qui vont améliorer absolument ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. La problématique de facilitation des transferts régionaux pour les petits montants, c'est crucial. C'est crucial. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre pourquoi, au niveau d'une zone monétaire comme la CEMAC, il y a des restrictions pour envoyer 5 millions de francs CFA du Gabon vers le Cameroun, vers la République centrafricaine. Et je conviens qu'il y a des mécanismes pour lutter contre le blanchiment des capitaux, mais je crois qu'on peut y arriver et avec beaucoup de souplesse, de flexibilité pour faciliter les paiements. Là, nous sommes dans une zone monétaire où on n'a pas besoin d'aller échanger le CFA contre le dollar pour effectuer ces paiements. Maintenant, pour les transferts entre la zone CFA et les autres zones monétaires au niveau de notre région, c'est un grand souci. Mais vous savez, nous avons engagé le débat avec Afreximbank pour voir dans quelle mesure le programme panafricain de paiement et de règlement qu'ils ont développé dans le cadre de faciliter la mise en œuvre de la ZLECAf
pourrait aussi inclure des facilitations pour les transferts, surtout des transferts des migrants. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir, et comme ça, les gens qui souhaiteraient transférer de la monnaie du Cameroun en RDC, au Rwanda ou vice-versa, ne soient pas obligés, dans un premier temps, de changer leurs ressources, leurs épargnes en dollars pour pouvoir le faire. Il faudrait qu'on puisse le faire avec les monnaies locales et mettre en place un système de règlement régional et qui pourrait, sur base des paiements nets des pays aux autres, on puisse voir comment traiter ce différentiel, mais sans toutefois soumettre les paiements individuels à des problèmes de change qui impliquent des coûts supplémentaires parfois énormes. Bon, ça c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Mais encore une fois, merci beaucoup UNSDF. Je connais les conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler, qui ne bénéficient pas toujours d'un accompagnement optimal de la commission de la CEAC pour être avec vous dans tout ce que vous faites. Mais en dépit de ce cadre de travail, vous avez manifesté, et je dois le reconnaître aujourd'hui, un effort indéniable et un engagement pour nous faire bouger. Et ça, je peux vous garantir que pour ce qui me concerne, j'ai pris déjà cet engagement pour être avec vous et j'espère me rattraper dans l'année qui vient pour pouvoir marcher à votre rythme parce que vous êtes en train de travailler sur un projet fondamental pour le développement de la région. Voilà, pour conclure, donc, encore une fois, merci et merci pour tous les intervenants, les panélistes. J'ai encore une fois été impressionné par la diversité et le profil. Et je compte sur vous, chemin faisant, quand nous allons commencer à traduire ce que nous sommes en train de dire en action concrète, de garder ce contact et de continuer à travailler ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Nous remercions tous les panélistes et juste un détail final, nous partagerons l'enregistrement et le matériel avec tous les participants dans les prochains jours. Donc, merci beaucoup de votre temps, de votre patience et on se dit à bientôt et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à Raj, à Yunus et aussi à Justine qui assure la logistique pour nous. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Ouais.